Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à en vous glacer le sang. Si je vous dis Twilight, Dracula, peut-être même Hôtel Transylvanie, qui est-ce que vous me répondez? Loup-garou? Euh... Non, Dracula, tu dis... Quand je te dis Dracula, tu me dis loup-garou? Ah ouais, c'est vrai, Dracula, c'est un vampire? Voilà, je te le donne en mille. Aujourd'hui, on va parler des vampires. Alors, asseyez-vous, prenez votre petit thé et c'est parti. Ainsi, tout le monde connaît le mythe du vampire, très présent dans notre culture, autant dans les films, les livres que les séries. Selon Wikipédia, la définition du vampire est un fantôme sortant la nuit de son tombeau pour aller sucer le sang des vivants. Mais je suis sûre que si je vous demandais quelle était votre définition du vampire, vous en aurez une forcément différente. Cependant, il aura forcément des caractéristiques communes. Ainsi, je me pose la question, mais alors, quelle est l'évolution de la représentation du vampire au cours des siècles? Alors, penchons-nous sur les origines folkloriques du vampire. On ne sait pas vraiment où commence le mythe du vampire. Cependant, on retrouve des premières références à des créatures vampiriques dans la mythologie ancienne de différentes cultures. La civilisation perse, par exemple, semble être l'une des premières à évoquer le vampirisme, puisqu'on a retrouvé des représentations de ces créatures sur des tessons de poterie. Dans la Grèce et la Rome antique, le vampire est nommé Lamia, et plusieurs femmes de la mythologie grecque appartiennent à cette catégorie et partagent des caractéristiques vampiriques, comme Lampousa, fille de la déesse Hécatée, qui suçait le sang des personnes endormies. Dans l'ancienne Babylone et en Assyrie, le mythe de Lilith, la première compagne d'Adam, semble être la première histoire de vampire. Redoutée et haïe, Lilith, rendue folle par la jalousie, passait pour vampiriser les nouveau-nés et s'abreuver au corps des hommes. Lilu, l'enfant direct de Lilith, est un démon mésopotamien, représenté avec des ailes qui hantent les plaines et les déserts. Son équivalent féminin est Lilithu, qui elle possède une queue de scorpion. En somme toute, ces personnages-là représentent un peu les caractères vampiriques de l'époque. Ah, sympa les mômes. Ah, t'as vu ça? Bon. Enfin, dans le folklore européen, on retrouve aussi quelques traces de vampirisme, notamment dans le folklore roumain avec les strigoi, qui sont des âmes troublées sortant de leur tombe pour venir tourmenter leurs proches. Le terme désigne une sorte de revenant avec un corps physique sans être pour autant un zombie. Avec la popularisation du mythe de Dracula, on reviendra dessus tout à l'heure, et le fait qu'ils aspirent l'énergie vitale de leurs entourages, les strigoi sont apparentés aux vampires. Ils possèdent des caractéristiques communes comme des canines proéminentes et des yeux injectés de sang. Une fois morts, leur cœur ne se décompose pas et garde leur physionomie. Beaucoup de représentations vampiriques du folklore des Balkans ont les mêmes caractéristiques que les strigoi, comme les oupirs en Russie, créatures qui tuent les êtres humains en leur suçant le sang ou en les dévorant. Ah, mais ils font méga peur leurs vampires. Bah c'est le but finalement. Puisque la plupart du temps, ces croyances vampiriques étaient associées à la mort et à des rites funéraires. La peur des épidémies et des maladies contagieuses a contribué à renforcer l'idée que les morts pouvaient revenir pour se nourrir de la vie des vivants. On a alors maintenant un joli panel de ce que pouvait être un vampire à l'époque. Penchons-nous maintenant sur l'évolution littéraire et cinématographique de la représentation de ce personnage. La créature du vampire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est démocratisée à travers différentes œuvres littéraires entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Le début du XVIIIe siècle a vu émerger de nombreux récits de vampires comme Le Vampire de John Polidori ou bien Carmilla de Sheridan Le Fanu. Ces derniers vont inspirer l'œuvre la plus connue à ce sujet, Dracula de Bram Stoker. Le conte Dracula tel que le décrit Bram Stoker n'a jamais existé. Mais son personnage est légèrement inspiré d'une figure bien réelle et encore plus effrayante. Il s'agit d'un guerrier nommé Vlad Tepes, ou Vlad l'Empaleur, qui a vécu en Roumanie au XVe siècle et était prince de Valachie. Ah bah, comme par hasard, la Roumanie, déjà qu'ils avaient un folklore bien garni. Les chiens ne font pas des chats, comme dirait l'autre. Hein? Quel autre? Laisse tomber, vraiment. Son père s'appelait Vlad II et était surnommé Dracule, ou Dragon. Vlad III sera donc connu sous le nom de Dracula, qui veut dire fils de dragon. Connu pour sa cruauté sans limite de son vivant et après sa mort. La personnalité que donna Stoker à son personnage fondera alors le mythe du vampire d'aujourd'hui. Ainsi, le conte Dracula, au-delà de la créature au pouvoir surnaturel, est avant tout
un être humain damné, un non-mort, et c'est cette dimension complexe qui assure son charme. Oh là, il est plus choupinou ce vampire comme ça. Bah ouais. Stoker décrit en détail la physique de Dracula. C'est un homme de la nuit qui a des cheveux blancs qui vont se colorer progressivement à mesure que le comte rajeunit. Des canines pointues et développées ainsi que les paumes de ses mains velues. Et une mauvaise odeur qui se dégage de lui. Le comte Dracula a la particularité de ne pas avoir d'ombre et de ne pas pouvoir se refléter dans un miroir. Bien qu'il possède un charisme qui hypnotise ses proies, c'est un vieillard qui rajeunit tout au long du roman. Ainsi, Dracula a donné naissance à de nombreuses adaptations et a façonné l'image du vampire en tant que créature mystérieuse, puissante et érotique. Des thèmes tels que l'immortalité, la peur du sang et la tension entre le bien et le mal sont devenus des éléments qui reviennent assez souvent. C'est avec l'arrivée du cinéma que le vampire est devenu plus qu'un mythe, un personnage récurrent de notre culture fantastique. Le film de Monsieur Murnau a établi l'esthétique vampirique avec des traits tels que les dents pointues et l'allure effrayante. Nosferatu, le vampire, est un film allemand muet réalisé en 1922, adapté du roman Dracula, bien qu'il ne fût pas autorisé. Par la suite, avec l'ère du cinéma d'horreur, un nouveau souffle est donné à l'image du vampire. Dans les films produits par Universal Pictures, le comte Dracula, interprété par Bela Lugosi, puis par Christopher Lee, est représenté comme un aristocrate dans la force de l'âge. Grand et svelte, avec des traits fins, le teint pâle et les cheveux noirs. Il est habillé d'un costume sombre et d'une grande cape noire à doublure rouge. Devenant une figure emblématique du film d'horreur, aujourd'hui il est souvent représenté à côté de Frankenstein, comme dans Hôtel Transylvanie par exemple. Penchons-nous sur les années 80 et 90. Fini les vieux vampires, des films comme The Lost Boys, sorti en 1987, ont introduit des vampires jeunes et séduisants. Ah, là ça devient intéressant! Je te le fais pas dire, les vampires ont aussi évolué, passant de simples prédateurs à des figures plus complexes. Avec l'arrivée des séries, on a aussi eu le droit aux séries de vampires comme Buffy contre les vampires de 1997 à 2003. Alors là, je connais pas du tout. Écoute, tu demanderas à ta daronne parce que moi non plus. Ce dernier a également joué un rôle majeur dans la redéfinition des archétypes vampiriques. Cela nous montre l'influence majeure de la littérature gothique et du cinéma sur la transformation des vampires en figures emblématiques de l'horreur, tout en adaptant leurs caractéristiques à l'évolution des préférences culturelles. Passons alors aux vampires dans la culture populaire d'aujourd'hui. Des séries littéraires comme Entretien avec un vampire de 1976 d'Anna Rice ont continué à explorer la complexité des personnages vampires. Dans ce livre, on suit le personnage de Louis, un homme dépressif, rongé par la culpabilité depuis la mort de son frère. Un soir, il est approché par Lestat, une puissante créature qui le transforme en vampire. Mais Louis n'accepte pas cette nouvelle condition et refuse de tuer des humains pour survivre. C'est le premier tome d'une série intitulée Chronique des vampires qui fera le succès de l'auteur américaine, mais aussi qui va populariser le mythe du vampire romantique, mais également de l'anti-héros. L'évolution du vampire en anti-héros a persisté, mettant en avant leur lutte intérieure et leurs relations complexes. Ainsi, certains auteurs ont déconstruit l'archétype traditionnel, introduisant des vampires qui s'éloignent des stéréotypes classiques en termes d'apparence, de nature ou de comportement. Les vampires sont devenus des anti-héros romantiques, comme dans l'œuvre de Twilight en 2008. Personnellement, je suis Team Jacob. Voilà, il n'y a pas d'autre débat. Les vampires sont devenus des symboles plus polyvalents, représentant parfois la lutte pour la survie, l'éternité ou la recherche de l'humanité perdue. Certains récits présentent les vampires comme des individus émancipés de certaines contraintes humaines, explorant le thème de la liberté personnelle. La notion romantique du vampire persiste, mais avec des nuances et des dynamiques relationnelles plus modernes, comme la série First Kill qui compte une romance avec une vampire et une chasseuse de vampires. Ainsi, les vampires, loin de rester statiques, continuent à évoluer et à s'adapter aux préoccupations et aux goûts contemporains, devenant des symboles complexes et polyvalents dans la culture populaire. Voilà, merci de m'avoir écouté, on a fini avec les vampires. Passez une bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas. À la prochaine!